Merci d'être là. Donc moi, c'est Céline. Je suis la cofondatrice de Semactic. Semactic, c'est une solution SEO. On dit géo aussi aujourd'hui, et c'est le thème du jour, évidemment. Je vous expliquerai pourquoi on dit qu'on est aussi une solution géo, puisqu'on a intégré depuis peu une fonctionnalité qui vous permet aussi de monitorer cet aspect-là de l'univers de la recherche, qui est en pleine révolution. Donc moi, je suis la cofondatrice de l'outil. Donc c'est un outil qui vous permet d'internaliser les compétences SEO, donc de pouvoir gérer vous-même votre SEO, votre visibilité dans les moteurs, que ce soit Google, ChatGPT ou autres, par un plan d'action très concret. Donc ça, c'est en résumé. Donc aujourd'hui, on va parler de GEO, mais d'abord une petite introduction sur cette nouvelle ère de la recherche, puisque c'est difficile d'y échapper. On voit beaucoup d'évolutions ces derniers temps, et ça s'est vraiment accéléré ces derniers mois, j'ai envie de dire. Il y a quelques mois, voire années, et voire depuis toujours, certains annoncent un peu la mort de Google. Donc on entendait, voilà, Google est game over avec l'arrivée de ChatGPT, c'est terminé, même le SEO est terminé. Donc beaucoup de messages assez alarmistes sur le fait que finalement c'était terminé, le vieux modèle de lien bleu, et que donc maintenant on passait vraiment à cette ère du conversationnel avec ChatGPT. Jusqu'à il y a 2 semaines, je pense, avec le Google I.O. Alors, je ne sais pas si la vidéo fonctionne, je ne vais pas vous la faire jusqu'au bout, mais juste en résumé, vous avez entendu sans doute parler de ces nouveautés qui arrivent dans Google avec l'AI Overview qu'on connaît déjà, nous, en Belgique. J'ai oublié de préciser, je suis belge, on est un outil belge, et donc c'est vrai qu'on a déjà maintenant l'apparition de ces AI Overview depuis quelques semaines. On a bientôt l'AI Mode qui, lui, est déjà disponible aux US et qui est vraiment, en fait, l'intégration dans Google de fonctionnalités AI. Il y avait déjà de l'AI dans Google, bien sûr, mais ce mode conversationnel chatbot arrive maintenant vraiment dans Google avec ces réponses qui sont générées donc avec l'AI Overview par l'AI en début de résultats de recherche. On va y venir juste après. Et puis l'AI Mode, là, ça va être la seconde étape qui sera beaucoup plus proche de ce qu'on connaît avec ChatGPT, un mode conversationnel qui est laissé en option pour l'instant aux utilisateurs, mais qui pourrait du coup devenir le mode par défaut de Google. Donc beaucoup de changements. Ça peut être même un peu, comment dire, assommant, parce que c'est vrai que ça bouge énormément. Et donc, ce qu'on a vu suite à cela, c'est plutôt, en fait, Google est en train de révolutionner la recherche. Donc, après Google est mort, beaucoup de commentaires allaient dans le sens où, ça y est, Google réinvente le web et est en pleine mutation. Et donc, c'est maintenant de nouveau Google qui reprend un peu le lead. En réalité, on va le voir, c'est plus nuancé que ça. C'est simplement que le monde de la recherche est en pleine évolution et qu'il faut tenir compte de ces nouveaux modes de recherche qui se font dans des chatbots, qui sont faits dans Google, et c'est pas l'un ou l'autre. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est pas Google versus ChatGPT, Perplexity, etc. C'est finalement un monde une façon de rechercher qui évolue. Alors, on parle aujourd'hui de GEO. Il n'y a pas un consensus absolument ferme sur le terme, mais c'est celui qu'on retrouve de plus en plus souvent pour Generative Engine Optimization. Vous connaissez sans doute le SEO, c'est le même principe, on va dire, mais appliqué à ces nouveaux modèles de recherche basés sur des modèles de Large Language Models, donc les LLMs, des modèles AI. Donc, c'est comment on va optimiser son contenu, mais aussi son site web, et j'ai envie de dire aussi son off-site, sa réputation de marque, pour augmenter sa visibilité dans les moteurs pilotés par l'AI. N'hésitez pas à entrer, n'ayez pas peur, il y a encore plein de places devant, donc n'hésitez pas. Donc, j'ai donné des exemples, et volontairement, je mets AI Overview dedans parce que, à nouveau, c'est pas une opposition Google versus ChatGPT, Perplexity. Ce sont tous des moteurs génératifs, donc ce sont toutes des plateformes qui, d'une façon ou d'une autre, intègrent la génération de contenu sur base de modèles AI. Et donc, ça change effectivement un peu la donne. Alors pourquoi est-ce que vous devriez vraiment vous en inquiéter, ou en tout cas pas s'en inquiéter, mais le considérer dès aujourd'hui? Parce que vos clients l'utilisent déjà, vous-même, je pense au quotidien, ou si pas au quotidien, vous avez certainement déjà fait des recherches dans ces moteurs. Ça, c'est vraiment tout récent, c'est la dernière étude qui vient de paraître, en fait, genre ce matin, qui a été faite par SparkToro et Datos, et qui montre un peu, l'évolution des recherches. Et ce qui est intéressant, c'est que là, ils ont aussi fait un focus sur l'Europe, parce qu'on a souvent des études
études qui montrent les US. Et ce que je trouvais vraiment intéressant ici, c'est qu'en fait, on voit que l'adoption, elle est plus forte en Europe qu'aux États-Unis au niveau de ChatGPT. Alors attention, c'est tous les usages, donc ce n'est pas que l'usage de recherche d'informations commerciales ici, mais on pourrait penser que l'adoption de ChatGPT est a priori plus forte aux US. Et ici, ce qu'ils ont montré, c'est que, donc c'est la courbe verte que vous voyez, ChatGPT, c'est que c'est vraiment en très forte croissance en Europe également. Donc on l'utilise tous et on voit vraiment que c'est pas en déclin, c'est plutôt amené à s'amplifier, même si on n'a pas forcément plus des croissances de 200-300% chaque année, mais c'est amené à évoluer et Google lui-même s'y met. Deuxième raison pour laquelle je vous invite vraiment à le considérer aujourd'hui, c'est que ça évolue très vite. On entend parfois que ça ne concerne que des recherches de type informationnel. Sauf que ça bouge énormément et que ChatGPT l'avait annoncé OpenAI il y a déjà quelques mois, déjà depuis toujours j'ai envie de dire, mais il s'intéresse aussi très fortement évidemment au shopping, au commercial, et on voit des partenariats qui commencent à se nouer avec PayPal, avec des solutions de shopping qui pourraient se faire directement depuis ces chatbots. Donc oui, certes aujourd'hui, que ce soit AI Overview, ChatGPT, Perplexity, etc., on est fort dans un mode encore informationnel, mais ça bouge très très vite. Donc il ne faut pas rater ce train-là parce que ça pourrait vraiment changer la donne sur la façon dont on va non seulement être influencé, mais potentiellement acheter en ligne directement. Et enfin, troisième raison évidente aussi, c'est que ça change concrètement la façon même dont on recherche en ligne. Auparavant, on allait plutôt taper un ou deux mots-clés dans Google. Aujourd'hui, quand on fait une recherche, on va raconter un peu sa vie. On va dire, voilà, moi je suis digital marketing manager dans telle entreprise et je voudrais que tu me donnes un petit peu les meilleurs outils pour internaliser le SEO à mon échelle, sachant que je n'ai pas beaucoup de ressources. Enfin, voilà. On va carrément demander des requêtes de ce type-là à ChatGPT. Donc on n'est plus dans une logique de mots-clés uniquement, mais bien dans une logique de contexte, de personnalisation. Et ça va aussi, enfin, peut-être augmenter ce fameux voice search dont on parle depuis super longtemps, mais qui commence à devenir un peu plus d'application avec l'avancée des technologies, avec le fait que ces modèles sont très adaptés pour cela, puisqu'ils peuvent comprendre des requêtes très contextuelles et personnalisées. Je vais passer ça très vite parce que je sais que j'ai pas beaucoup de temps, mais donc c'est juste une illustration de comment fonctionnent les moteurs génératifs versus les moteurs classiques. Même si on l'a dit, il n'y a plus vraiment de moteurs classiques puisque tous les moteurs comme Google utilisent l'AI. Mais simplement avant, on avait une recherche dans un index, puis on ressortait en quelque sorte des liens bleus basés sur un algorithme. Aujourd'hui, on a une reformulation de la requête. Donc quand vous posez une question à ChatGPT, il va reformuler en sous-question en quelque sorte. Il est capable de faire une recherche en live, donc pas systématiquement, il faut en être conscient, mais pour les recherches qui nécessitent une actualisation, qui nécessitent une information fraîche, il va faire une recherche en live, il va s'inspirer aussi beaucoup de Bing, on le verra, de l'index de Bing. Il va alors pouvoir résumer plusieurs sources et vous résumer cela dans une réponse qui contient ou pas des liens. Donc on est vraiment dans un modèle conversationnel, encore une fois, et plus dans une liste de liens comme on l'avait auparavant. Alors, est-ce que c'est un game changer ? Demandez à HubSpot. Alors, eux, c'est vraiment plus global que ça, mais donc, si vous connaissez HubSpot, l'outil, donc, on ne peut pas les accuser de ne pas savoir ce que c'est que la stratégie de contenu. Ils ont fait énormément de contenu de manière très, très performante, très efficace. Ils ont fait le buzz il y a quelques mois ou quelques semaines, je ne sais plus, quelques mois, parce qu'ils auraient perdu 80% de leur trafic organique. C'est énorme, évidemment. Alors, c'est un buzz, donc on peut aussi relativiser peut-être, est-ce que c'est vraiment 80% ? Là où ils sont très malins, c'est qu'ils ont rebondi en disant, vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé, si on a vraiment perdu 80% et si c'est vraiment important pour nous, télécharger notre contenu là-dessus, ce que j'ai fait évidemment très malin, donc il reste très marketing. Et ce qui était intéressant, ce que je trouvais chouette, c'est qu'ils expliquaient vraiment, alors c'est facile de dire après coup non, mais c'est pas grave, en fait, c'était prévu, c'est un peu ce qu'ils nous disent, mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils disent vraiment qu'ils sont entrés dans une ère de l'influence et plus dans une ère de se positionner sur tout type de mots-clés. Donc leur but aujourd'hui, c'est d'être vraiment présents là où leurs audiences sont, avec des contenus très très personnalisés, très fins, pour influencer non plus seulement les utilisateurs, mais aussi les robots, et typiquement les moteurs AI, et alors de se concentrer aussi beaucoup plus sur finalement ce qui est proche de leur core business. On revient aux fondamentaux en fait. Est-ce qu'on a vraiment besoin, quand on s'appelle HubSpot, de se positionner sur qu'est-ce qu'un VPN, un nom de domaine? Je suis sûre qu'ils avaient aussi un contenu sur qu'est-ce qu'un VPN. C'était vraiment très, très, très large. Et donc, on voit qu'avant AI Overview, il pouvait apparaître premier lien bleu sur ce genre de requête, parce qu'il y avait un article qui traitait de ça.
Après AI Overview, typiquement, c'est le genre de choses où ça devient plus compliqué. Ce n'est pas forcément l'intérêt, finalement, non plus, d'être présent sur ça. Et donc, ça n'a pas changé fondamentalement la donne. Pour eux, c'est le message que je vous donne, c'est que, en fait, ils étaient présents avec un trafic organique énorme, mais qui ne générait pas nécessairement plus de ventes. Donc, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que donc, ces AI changent la donne au niveau du parcours client. Donc là où avant, on pouvait avoir plusieurs points d'interaction, mais qui ne comptaient pas tous de manière nécessairement significative, un peu comme quand quelqu'un cherche qu'est-ce qu'un nom de domaine, ils pouvaient générer un clic sur votre site. Donc vous aviez plusieurs moments du parcours client, de la découverte à l'apprentissage, l'information, jusqu'à l'évaluation des produits, qui pouvaient générer un clic. Je donne un exemple. Voilà, si je cherche SEO, je vais avoir une définition. Ça pouvait encore générer un clic sur un site qui donne la définition. On pouvait avoir comment internaliser le SEO avec à nouveau des sites qui expliquent comment faire. Et puis on évalue les différentes solutions. Par exemple, quels sont les meilleurs outils SEO. À nouveau, votre site pouvait avoir une chance d'apparaître. Et enfin, l'acte d'achat se passait idéalement, si tout se passe bien, sur votre site. Aujourd'hui, on a remplacé toutes ces interactions par finalement une zone d'influence qui se passe essentiellement maintenant dans les plateformes elles-mêmes. Donc il peut encore y avoir des clics, puisqu'on verra, il y a des citations également dans ces moteurs, mais ça va beaucoup plus se passer, toutes ces phases vont en fait se passer, alors j'ai mis quand même les réseaux sociaux, qui restent aussi des sources importantes d'influence, bien sûr, mais ça va vraiment se passer dans Google, dans ChatGPT, dans Perplexity, Claude, etc. Et c'est là que se passe toute la découverte de vos produits et services. Et donc c'est hyper important de savoir quand même ce qui se passe dans cette zone un peu floue, finalement, que cherchent les gens, que disent ces moteurs de votre marque et quelle influence ils ont finalement sur le parcours d'achat, puisque vous allez, entre guillemets, voir plus que la fin du parcours, donc le clic qui aura été influencé déjà préalablement dans ces moteurs. Donc oui, ça change vraiment la donne. Et la question à 100 000 $, je pense qu'elle a été aussi abordée par notre collègue de CMJ, c'est comment on apparaît alors dans ces réponses AI. Alors très franchement, il faut être humble parce qu'on a encore peu de recul sur tout ça, même si aux US, c'est quand même présent depuis un peu plus longtemps. Mais ce que je trouvais super intéressant et qu'on a appliqué, nous, avec le cas Daikin, je ne sais pas si vous connaissez la marque Daikin, pompe à chaleur, air conditionné, etc. On a appliqué en fait ce qu'on avait entendu d'une étude. Donc il y a eu une étude faite par des chercheurs de Princeton aux US au tout début de ces modèles AI, où ils ont vraiment fait des tests pour voir qu'est-ce qui influençait finalement la visibilité d'une marque dans des moteurs tels que ceux-là. On a fait une veille sur tout ça. On a identifié 6 points clés que je vous donne ici, qu'on a essayé d'appliquer à Daikin. Alors, pour certains, on n'a pas pu tout faire, mais on a en tout cas pu appliquer ceux qui concernaient le contenu. Mais les 6 étapes, je vous les donne. Le premier, et vous allez voir du coup des convergences avec le SEO, mon point ici n'est pas de dire qu'on change la donne, mais plutôt qu'on va un peu plus loin, ou qu'il y a des spécificités en tout cas à prendre en compte. C'est vraiment une marque forte. Je pense que ce soit en SEO, en géo, on vous le dit, mais c'est vraiment revenir aux fondamentaux d'une marque, d'une notoriété forte et cohérente à travers le web. C'est un bête conseil que je vous donne, mais veillez à ce que vous apparaissiez toujours un peu de la même façon, que votre marque soit systématiquement associée à vos produits phares ou à votre promesse phare, parce que c'est comme ça que fonctionnent les LLM, c'est avec les co-occurrences, et donc c'est bien d'avoir une uniformité sur le web quand on parle de votre marque, et donc de faire parler d'elle d'une manière la plus cohérente et précise possible. Profondeur et fraîcheur de contenu, donc là, effectivement, on passe d'une ère du mot-clé à une ère du thème. Donc, qu'est-ce que l'intention de recherche est derrière cette requête? Et c'est plus une intention de recherche, en fait, navigationnelle, commerciale, transactionnelle, c'est plutôt une multitude d'intentions, en fait. C'est plutôt comment est-ce qu'on aborde le sujet de manière holistique, avec une information supplémentaire, puisque les LLM cherchent ça aussi, de voir vraiment une actu qu'elles n'ont pas encore dans leur modèle, donc de vraiment proposer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, le Graal, c'est de vraiment identifier un gap de contenu que vous pouvez combler et qui n'est pas encore, entre guillemets, répandu sur le web. Donc faites attention aussi aux principes qui... Ah pardon, oui, on m'entend mieux comme ça? Désolée. Faites aussi attention au principe qui consiste à copier ce qui se fait déjà dans les SERP. Je sais que c'est un conseil qu'on donne souvent. C'est intéressant de regarder, bien sûr, mais ne copiez pas ça, parce que justement, vous n'allez pas amener quelque chose de nouveau. C'est demandez-vous plutôt qu'est-ce qui manque dans ce contenu qui ressort, que moi j'ai, et qui n'est pas encore présent, et qui pourtant, selon mon expérience marketing, pourrait quand même être intéressante à partager. C'est plutôt dans cette logique-là qu'on est aujourd'hui, d'amener quelque chose de nouveau. Structure et pédagogie, ça c'est vraiment propre au LLM aussi, c'est essayer d'être hyper pédagogue dans la façon dont vous structurez des bullet points, des executive summaries, des tables des matières, des FAQ également, quelque chose de très structuré, très direct pour que ce soit simple à comprendre pour ces moteurs.
Alors là, c'est vraiment, ça vient de l'étude, ceci. Les données, les statistiques et les sources, là, vraiment, c'est quelque chose qu'on a pu constater nous-mêmes avec Daikin. C'est vraiment quelque chose qui amène une plus-value. Donc, vous devez montrer que vous êtes fiable. Et en fait, pour cela, d'avoir vous-même des données concrètes dans des contenus, évidemment, des données fiables, des données statistiques, et citer des sources qui sont elles-mêmes fiables dans vos contenus, ça amène un bonus également. L'expertise, toujours, les fameux critères EEAT pour ceux qui connaissent. Donc pour Google, c'était vraiment tout ce qui est expertise, expérience, fiabilité et autorité. Donc vraiment l'expertise. Donc les termes techniques, c'est très bien. Pour autant qu'il ne soit pas, que ce soit assez direct dans la façon dont on le dit. Et également éviter l'humour, par exemple, ou le lyrisme. Ça peut être très sympa, mais malheureusement pour les LLM, c'est encore quelque chose qui est assez difficile à interpréter. Donc il faut être assez direct, précis mais direct. Et enfin, le contenu multimodal, interactif, vidéo, images, etc. C'est très, très apprécié aussi parce que ça enrichit leur modèle. Donc, n'hésitez pas. Et puis même, ils veulent aussi de plus en plus avoir une façon plus visuelle de présenter quand c'est pertinent pour l'utilisateur. Donc, utilisez des vidéos, des images, des infographies, bien balisées idéalement. Mais c'est vraiment quelque chose qui peut aussi amener un plus. Je ne rentre pas trop dans le détail. Chaque point pourrait faire l'objet en soi d'un débat. Mais c'est vraiment les 6 points que nous, on a vus qui portent leurs fruits quand on a fait ce test avec Daikin. Alors là, je sais que j'aurai pas assez de temps pour tout voir, mais je voulais quand même passer en revue comment on a procédé avec eux et comment je vous propose vraiment de fonctionner si vous démarrez d'aujourd'hui. La première chose, c'est que, encore une fois, on ne pose pas SEO et GEO. L'idée, c'est vraiment d'aligner les deux et de commencer par un diagnostic qui combine justement les deux. C'est comment est-ce qu'on est présent et visible à la fois dans Google, dans ChatGPT. J'ai pris évidemment ces deux-là, c'est les ultra dominants. Donc Google reste extrêmement dominant, évidemment, quand il s'agit de recherche de produits, de services. Donc c'est ce qu'on a fait pour Daikin. On va vraiment identifier non seulement les mots-clés, mais vraiment surtout plutôt les clusters thématiques. Donc nous, on a vraiment travaillé sur un cluster pour démarrer. C'était le cluster des prix. Quels sont les prix des pompes à chaleur? On part d'un cluster et puis on va vraiment identifier toutes les questions clés qui y sont liées, tout ce qu'un client type de Daikin pourrait se poser, ne pas occulter les freins, les choses qui font un peu mal, là où on sait qu'on pourrait avoir un pain parce qu'on est plus cher que les autres. Voilà, répondre à toutes ces questions-là et vérifier finalement comment on est visible et dans Google et dans ChatGPT. Alors je vous mets le petit QR code, mais vous l'aurez encore à la fin. Ça, c'est le petit bonus pour ceux qui sont là. Vous pourrez faire votre check-up ChatGPT puisqu'on a cette fonctionnalité. C'est évidemment un check-up ici résumé, mais c'est utile de voir déjà sur quelques questions clés, quelques prompts, comment votre marque apparaît par rapport à ses concurrents. Donc ça, c'est ce qu'on a fait pour Daikin. On a vu qu'ils avaient déjà une certaine visibilité, mais pas avec leur propre contenu belge, en fait. Ils avaient quelques pages plutôt françaises qui se positionnaient, mais pas belges et pas du tout sur le contenu qu'ils souhaitaient pousser. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a identifié un peu tout ça, ce que je vous dis, je vais passer assez vite, mais on a identifié donc qu'il y avait une faiblesse sur les prix. Donc c'est le graphe que vous voyez à gauche, la toile d'araignée. Donc plus on est large et mieux c'est. Ils sont en bleu, donc ils étaient déjà très bien, mais sur la notion de prix, ils avaient une faiblesse par rapport à leurs concurrents. On s'est dit, on doit le travailler en SEO. Tentons-le aussi en GEO tant qu'on y est, et c'est vraiment une bonne démarche que je trouve, c'est de se dire on se focalise sur une thématique pour tester un peu et le SEO et le GEO dans ce cas-là. Et donc là, on a identifié toutes les thématiques et sous-thématiques qui pouvaient être intéressantes à travailler. On a fait plusieurs batchs d'amélioration. On a commencé par les basiques, en fait, vraiment, title, les zones chaudes du SEO classique, les titres, sous-titres, les alt, etc. On a par contre enrichi de contenu, ils ont enrichi de contenu, de sous-thèmes, pour vraiment adresser toutes les questions qui peuvent se poser, les facs, voilà, vraiment tout ce qui peut être lié à ça. Donc on a vu par exemple, quand on cherche le prix des pompes à chaleur, on va avoir aussi les coûts d'installation. C'est bête, mais ils ne parlaient pas du tout des coûts d'installation, donc c'est quelque chose qu'on a ajouté. Pareil pour voilà, les aides publiques, forcément liées à ça. Donc on a tout ajouté dans ces contenus-là pour que ce soit hyper complet. Et on a ajouté des données, des termes techniques qui donnent vraiment un aspect très crédible et expert. Je vais aller très vite. On a aussi restructuré un petit peu les call to action. On a rajouté des bullet points. Donc le fameux structure et pédagogie dont je parlais, on l'a refait aussi avec eux. On a rajouté une table des matières beaucoup plus claire, plusieurs éléments visuels et de structure qui aident à bien comprendre le contenu et comment il s'articule. Des améliorations techniques, là ne paniquez pas, si vous travaillez déjà votre technique, vous avez déjà un contenu tout simplement indexable, a priori vous êtes sur la bonne voie. Spécificité pour les moteurs quand même comme ChatGPT, c'est qu'ils ne savent pas lire et interpréter le JavaScript, donc là très très attention avec ça pour les e-commerce.
Voilà, c'est quelque chose d'assez ennuyeux. Par contre, vérifiez votre indexation dans Bing, puisque Bing compte beaucoup pour ChatGPT aussi. L'index de Bing est pris en compte par ChatGPT. Et aussi vos markup schémas. Là, je rentre un peu dans la technique, mais simplement, c'est des données structurées qui aident les moteurs à comprendre votre contenu et de quoi il parle. Donc pas de panique, vraiment le technique, parfois on s'en fait une montagne. Chez Semantic, on aime bien la règle de Pareto, donc parfois 20% des optimisations vont vraiment donner 80% d'impact, et c'est vraiment l'important, c'est ça, c'est de prioriser. Et enfin, l'autorité, on en a parlé. Alors, Daikin avait déjà une bonne autorité de marque, mais on a essayé de cibler les sources qui étaient justement celles reprises par ChatGPT. Donc ça, évidemment, c'est hyper clé de pas seulement regarder, tiens, est-ce que je suis cité comme source, mais qui est cité comme source quand on parle de mes produits ou services. Et évidemment, l'enjeu, ça va être de, est-ce que ce serait pas intéressant de me positionner dans ces sources, puisque c'est elles qui sont vraiment prises en compte. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec Daikin. On est encore en travail sur ce point-là, mais ils n'avaient pas ils n'avaient pas de problème d'autorité, donc ce point-là était assez avantageux pour eux. Et enfin, monitorer. Donc là, surveiller le trafic qui vient de ChatGPT en ayant conscience que c'est infime par rapport à la réelle influence que ces moteurs ont, que ce soit Google, ChatGPT, mais le trafic ne sera plus pour moi le KPI principal pour mesurer votre impact, votre influence en tant que marque. Soyez vraiment conscient de ça. Alors ça, c'est la fameuse feature dont je vous parlais. Donc, si je dois vous donner un conseil, donc oui, j'ai oublié de parler de l'impact, évidemment. Donc, avant, comme je disais, c'était essentiellement des marques, enfin, les produits plutôt de France, voire une absence totale. Après l'impact, eh bien, ils étaient repris non seulement comme mention, mais aussi avec la page vraiment qu'on avait optimisée. Donc, on a vraiment pu voir le avant-après dans leur cas. Et ce qui était chouette aussi, c'est qu'on a eu un énorme impact SEO également, puisque on est passé, on a fait un bond. Est-ce que vous voyez, c'est ce qu'on a dans notre outil, les markups d'implémentation. Donc, on détecte automatiquement les changements qui ont été faits sur le site. Et on voit qu'au dernier batch de changement, donc tout ce qu'on a retravaillé au niveau de la structure, des données techniques, etc., a fait jumper aussi au niveau SEO. Donc, c'était super intéressant dans ce cas-ci de vraiment d'aligner les deux. Alors, quelle est votre prochaine étape? Voilà, j'ai tellement voulu être sûre de ne pas être trop lente que je suis bien dans les temps. Ce que je vous conseille vraiment, c'est ce fameux diagnostic. Donc, c'est comment on aligne vraiment notre stratégie SEO et GEO, parce que sinon, vous allez avoir une vue hyper fragmentée et ça n'aide pas à la décision. Donc, nous, ce qu'on conseille vraiment, c'est d'être vraiment pragmatique en sélectionnant thématique par thématique ce qui est le plus proche de votre core business, ce qui est le plus intéressant pour vous et ce qui peut-être performe déjà mais qui pourrait performer mieux, et d'avoir un diagnostic vraiment de où vous en êtes au niveau visibilité Google classique, mais aussi au niveau des overviews, de ChatGPT, pour avoir un aperçu le plus complet possible de ce qui vous manque en fait, là où vous avez des lacunes. Alors, c'est un peu le point ici que je vous montrerai juste après. Donc, faites un check-up pour voir où vous en êtes au niveau de ces moteurs. Mais si vous devez retenir 3 choses de la conférence aujourd'hui, c'est que c'est maintenant. Vraiment, n'attendez pas parce que ça va aller très très vite et les marques ont encore un avantage concurrentiel aujourd'hui à s'y intéresser et à le faire, mais ça évolue vraiment très très vite. Il y a encore quelques mois, on disait vraiment que c'était que pour de l'informationnel. Moi, je vois de plus en plus de recherches commerciales qui se font dans les moteurs ChatGPT, et les iMode pourraient bien devenir le mode par défaut de Google aussi. Donc, il faut vraiment s'y mettre et commencer à vraiment tester les choses. Donc, synergie SEO-GEO, donc ça, c'est la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il n'y a pas à revoir totalement votre stratégie, si ce n'est que c'est quand même de plus en plus, mais ceux qui sont les plus avancés savent déjà qu'on ne se base plus que sur des mots-clés, mais sur plutôt des thématiques de mots-clés et plutôt même des intentions de recherche. Et donc ça va aller encore plus loin avec l'AI. Personnalisation maximum. Donc n'essayez pas d'être sur des termes hyper génériques qui ne finalement sont pas ceux qui sont la force de votre marque. Essayez vraiment d'être là où vous faites la différence. Axez-vous vraiment sur vos différenciateurs. Et alors les 6 éléments essentiels qu'on a vus ensemble pour le GEO, c'est l'autorité, l'image de marque. Donc travaillez votre branding, c'est extrêmement important. La profondeur et la fraîcheur du contenu, je n'ai pas beaucoup insisté là-dessus, mais c'est vrai que le fait d'avoir un contenu vraiment frais, actualisé, c'est quelque chose qui va compter beaucoup, parce qu'elles sont friandes de ça, pour pouvoir tout simplement alimenter leur contenu et être toujours à jour pour leur propre fiabilité à elles, en fait, à ces AI. Et la structure claire, donc une structure avec des bullet points, etc. Crédibilité, donc votre propre crédibilité basée sur évidemment toutes les références que les gens vous envoient, mais aussi sur même la façon dont vous vous exprimez dans vos contenus avec les données, des sources, des quotes, des citations. Ça amène un vrai plus. Le langage technique, mais
enfin très direct, et enfin les éléments de contenu, vidéo, images, etc. dont on a parlé. Donc ça, c'est vraiment les 6 essentiels que je vous invite à retenir. Et enfin, donc, comme je le disais, si vous voulez faire le test, n'hésitez pas à scanner le QR code. Donc ça, c'est assez simple, vous allez pouvoir mettre votre site web, votre secteur d'activité. Plus vous donnez un peu d'infos et plus ça peut être plus fiable, puisqu'on génère automatiquement des questions, des prompts qui sont susceptibles de générer des mentions de marque. Donc ça, c'est juste un aperçu. Dans notre outil, il y a plein d'outils qui naissent, donc il y a des outils essentiellement US. On a notre propre outil qui va du coup générer les mentions. Donc dans l'exemple que vous avez ici, ce sera uniquement l'aspect mention de marque. Donc est-ce que votre marque est citée ou est-ce que vos concurrents sont cités sur les questions qui sont reprises. Dans notre outil, on a évidemment plus que ça. On a également les sources. Donc vous pouvez voir les sources qui sont reprises. On a votre indice de visibilité dans ces moteurs. Voilà, on a un peu plus d'informations. Mais donc déjà ce petit test, ça peut peut-être vous aider à voir où vous en êtes. Ne paniquez pas si vous êtes absent. C'est potentiellement tout à fait normal si vous êtes en plus une petite marque. Mais voilà, c'est le début pour au moins prendre conscience de cet impact que peuvent avoir ces moteurs et de comment on prend la première étape pour améliorer sa visibilité. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rapide. Et je crois qu'on a exactement 3 minutes s'il y a des questions. Oui. Oui, tout à fait. Oui. Mmh. Non, tout à fait. C'est une problématique qu'on connaît bien avec les e-commerce. On travaille avec MediMarket notamment. Donc là, ce que je conseille vraiment, c'est de travailler par sprint thématique. On fonctionne comme ça fonctionne très très bien. Donc n'essayez pas. Alors oui, il y a des optimisations en continu au niveau technique, mais vraiment focalisez-vous au niveau, à tout niveau en fait, sur un cluster thématique. Donc je donne l'exemple ici pour MediMarket, on a vraiment travaillé tout ce qui était vitamines. Et donc là, c'est optimiser tout en même temps. Donc là, vous allez concentrer les efforts, idéalement essayer de collaborer aussi vraiment avec vos départements RP, etc. Mais donc, concentrer tous les efforts sur une thématique, un sprint de 1 mois, 2 mois, 3 mois, dépendant de la complexité de votre organisation, mais un sprint thématique à la fois, c'est ce qui, nous, dans notre expérience, fonctionne vraiment le mieux. Et il n'y a pas de problème, vous êtes niche, du coup, dans cette thématique-là, vous êtes expert dans cette thématique, puis vous passez à la suivante. Il n'y a pas d'exclusif, vous ne devez pas être seulement sur un domaine, mais vous devez effectivement agir comme vous aviez un monosite d'abord sur ça, et puis un autre. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Est-ce que c'était clair? Est-ce que je n'ai pas été trop vite? C'est mon petit stress. Non, ça va? Ok, super. On est au stand 36, donc si vous voulez en savoir plus voilà, sur le géo, sur notre approche, n'hésitez pas. Et si vous faites le test, je serais curieuse d'avoir vos résultats. N'hésitez pas à venir nous en parler aussi. Merci.